Bien, merci beaucoup, Dominique, c'est un honneur et merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir aussi d'être là. Je ne vais pas nécessairement vous parler de ce patriarche orthodoxe qui refuse de serrer la main d'un robot, ni d'ailleurs regarder cette femme qui imite qui. Est-ce que c'est le robot qui imite, je ne sais pas si vous voyez, c'est le robot qui imite la femme ou c'est la dame qui imite le robot? Bonne question. Mais je vous propose de réfléchir en 3 temps aujourd'hui. Et pour commencer avec cette question qui se rapporte aussi au thème de l'Institut de philosophie ici, la question qu'est-ce que l'éthique, mais appliquée aux nouvelles technologies, parce que c'est le premier moment de la journée où nous commençons à parler des nouvelles technologies. J'ai une définition de l'éthique des nouvelles technologies qui tient à un seul slide, la voici. Alors, Adam et Ève, vous connaissez bien sûr la métaphore de la condition humaine. Et cette condition humaine se trouve modifiée, se trouve alternée par la présence de l'objet technique, de l'iPhone, qu'Ève tient entre les mains. Elle donne à Adam à écouter de la musique qui découle de cet iPhone. Et donc l'éthique des sciences et technologies, c'est une réflexion sur le sens, la signification de cette modification de la condition humaine. Ça n'est pas une affaire de jugement tout de suite, donc il n'y a pas tout de suite de jugement du bien et du mal, et il y a d'abord une réflexion sur le sens de ce changement, de la modification. Comment est-ce que la condition humaine change? Et d'ailleurs, vous voyez plein de belles choses, j'imagine, sur cette image. Vous voyez peut-être cette pomme au visage humain. Comme tous les symboles, il faut les interpréter. Si on suit le regard de la pomme, vous voyez la pomme au visage humain sur votre droite, à votre droite, donc elle regarde une autre pomme au centre, là, sur l'iPhone, qui, elle, est déjà croquée, n'est-ce pas? Hein, vous voyez, et l'autre, on peut peut-être dire, est jalouse. Alors, la question du rapport entre nature et artifice, est-ce que la technique ici vient remplacer la nature, est aussi au centre de cette réflexion sur le changement de la condition humaine. Et puis, vous voyez le violon, peut-être? Est-ce que vous voyez le violon sur le tronc d'arbre? Alors, il y a un violon dessiné au tronc d'arbre. Alors, les violons, contrairement aux pommes, ne poussent pas sur les arbres, mais on aurait pu penser, oh, c'est la même question. Le violon, c'est un instrument à faire de la musique, mais la musique qu'ils écoutent vient de l'iPhone, non pas du violon. Donc, c'est le remplacement, comme tout à l'heure, mais ce n'est pas le remplacement de la nature. Hein. Les violons ne sont pas des fruits naturels de cet arbre. Donc, là, on a aussi une première idée de cette démarche qui est fondamentale pour l'éthique des nouvelles technologies, qui est de se séparer, de se départir des oppositions binaires, de chercher à faire autre chose que les oppositions binaires entre nature d'un côté et artifice de l'autre côté. Peut-être qu'il y a plusieurs degrés de naturalité ou de technicité. Peut-être que cette opposition n'est pas si facilement binaire que souvent on l'imagine. Alors après, il y a plein d'autres choses. Il y a un philosophe grec déchu, n'est-ce pas? Il a une chimère pour ceux qui aiment faire de la bioéthique. Mais ce que je vous montre n'est pas une image que j'ai dessinée pour cette conférence, même si j'aurais dû, n'est-ce pas, en dessiner une. Mais c'est la couverture de The Economist. Et donc, vous voyez que ces questions de l'éthique des nouvelles technologies aujourd'hui intéressent non seulement le monde universitaire ou académique, non seulement les ingénieurs, mais quand quelque chose apparaît sur la couverture de The Economist, ça veut dire que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, et la technologie est omniprésente dans la vie de tout un chacun, et donc on réfléchit aujourd'hui à propos de ces questions, pas seulement dans les milieux universitaires, mais aussi dans les cafés, et aussi à chaque fois finalement que vous utilisez un objet technologique. Une autre manière de poser cette question, c'est toujours de regarder Ève et de dire, bon, Ève, vous savez ce que disent les journalistes? Ève est devenue une esclave comme elle était finalement, elle exécutait ce que disait le serpent. Bon, là, serait-elle devenue une sorte d'esclave de son téléphone? Vous connaissez les phrases journalistiques, vous regardez l'écran plus souvent que vous regardez vos proches, vous êtes des esclaves de votre téléphone. Hannah Arendt dit des gens en 1958, dans La condition de l'homme moderne,
cet ouvrage magnifique et très important pour la philosophie de la technique au XXe siècle, que le problème, ce n'est pas du tout que nous soyons devenus des esclaves de nos machines, ça c'est la métaphore journalistique banale qu'on connaît et qu'on lit déjà, mais qu'on est devenus des esclaves de notre savoir-faire. Thoughtless creatures of the mercy of every gadget which is technically possible, no matter how murderous it is. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que devenir esclave de son savoir-faire, est-ce que cela signifie que pour chaque chose que nous savons faire, nous allons la faire? D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que ce qu'on sait faire, on le ferait dans le monde technologique? Tout ce qu'on sait faire, du clonage humain, de l'édition du génome, on le fera. Et donc ces rapports entre le savoir-faire et la fabrication, le faire, sont aussi au centre de la réflexion éthique. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous signale que c'est un conditionnel. Il a un if-then. If it should turn out to be true that knowledge and thought have parted company for good, alors, etc. Et là, clairement, c'est une référence à ce que nous avons, à quelques noms que nous avons prononcés tout à l'heure, la philosophie ancienne, depuis Aristote, la contemplation, la bios theoretikos, la vie de contemplation, était la vie la plus haute, la plus élevée. La connaissance venait de la contemplation, dit Arendt. Maintenant, la connaissance vient de la fabrication. Et c'est un changement de paradigme dans notre rapport à la technique, à la connaissance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Aristote est vraiment déchu, comme sur cette image? Et c'est la fin de mon introduction. Alors, maintenant, avec Richard Feynman, on va vers les nouvelles technologies. Feynman, qui, sans avoir lu Arendt, laisse au tableau noir, au moment de sa mort, en 1988, Richard Feynman, le grand physicien américain du XXe siècle, laisse cette phrase très célèbre, « What I cannot create, I do not understand ». Vous voyez, c'est presque du Hannah Arendt. Ce que je n'ai pas créé, ce que je n'ai pas fabriqué, je ne peux pas comprendre. Alors, pour comprendre, il faut faire, il faut fabriquer, comme disait Arendt, et avec l'intelligence artificielle, et c'est l'exemple que je vais prendre tout à l'heure, nous, non seulement fabriquons des choses afin de les comprendre, mais nous fabriquons aussi des choses que nous ne comprenons pas, et nous ne pouvons même pas comprendre. Et donc, nous allons encore un peu plus loin que la question arendtienne, et même cette traduction feynmanienne de la question arendtienne. Et donc, l'éthique de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Dans cette deuxième partie, on va d'abord regarder une page du calendrier soviétique des années 60. Regardez cette dame, cette dame très heureuse, qui n'a plus besoin de faire le ménage à la maison, parce qu'elle est un robot. D'ailleurs, regardez, pour réaliser la fonction nettoyer le sol, faire le ménage. À l'époque, il pensait à un robot humanoïde avec cette sorte d'instrument humain, le balai entre les mains. Hein. Vous voyez combien de choses il fallait pour juste nettoyer le sol. Et puis, bien sûr, le contact des yeux, le contact émotionnel. Alors, 50 ans plus tard, on a découvert que pour nettoyer le sol, on peut très bien utiliser un objet comme celui-ci. On n'a absolument pas besoin d'un robot humanoïde ni d'un balai. Donc un petit objet nettoie tout cela aussi bien. Et pourtant, il y a bien une réaction émotionnelle. Là, très clairement, hein, la dame était très contente, le robot sourit. Et là, vous regardez le chien qui est indifférent, hein, mais il exprime une certaine émotion. Et puis surtout, la dame en haut, regardez, elle, clairement, elle exprime une émotion quand elle interagit avec son Roomba. Donc, une première manière de cartographier le champ de l'éthique de l'IA, c'est de dire, écoutez, il y a ces grands sujets, le contact émotionnel, l'autonomie des systèmes, et donc on entre en interaction avec ces systèmes autonomes, puis l'imitation du vivant. Est-ce qu'on a besoin de ce robot humanoïde pour balayer le sol, hein, ou pas? Et le statut social. Donc, c'est une manière de cartographier, de dessiner ce champ de l'éthique de l'IA que vous rencontrez dans beaucoup de livres, dans les rapports aussi du comité d'éthique CERNA dont je fais partie, mais ça n'est pas
cette cartographie-là que je vous propose de suivre aujourd'hui, même s'il a tout à fait le droit d'exister. Il y a une deuxième manière de dessiner le même champ, une carte du même, finalement, domaine, c'est de parler en termes d'agents. Alors, les agents, qui agit dans ce champ-là? Il y a bien sûr les programmeurs, les utilisateurs, mais entre les deux, il y a d'autres catégories. Il y a par exemple ceux qui sont responsables de la sélection des données et des biais contenus dans les données. On peut les appeler entraîneurs, mais ce ne sont pas ni les programmeurs ni les utilisateurs. Et cette manière de cartographier le champ de l'éthique de l'IA, elle plaît aux juristes. Alors, pour les juristes, c'est tout à fait naturel de demander qui est responsable, qui est cet agent responsable. Et cette grille de lecture est tout à fait importante si vous êtes un philosophe du droit ou un juriste tout court. Nous n'allons pas non plus suivre cette lecture aujourd'hui. On va parler de l'éthique de l'IA en termes de valeurs. Valeurs. Alors, quelles valeurs ? Oh, il y a d'abord des valeurs qui ne sont absolument pas spécifiques à l'éthique de l'IA. La sécurité, par exemple, bon, on demande qu'un train de la SNCB respecte un certain nombre de contraintes de sécurité. Un tramway, donc ces valeurs, on les comprend très bien. Tous les objets techniques, finalement, doivent réaliser ces valeurs. Et puis, tout en haut, vous avez le bénéfice humain, l'utilité pour l'homme, la loyauté. Alors aussi, on croit que ces valeurs ont un sens immédiat, on comprend de quoi il s'agit, sauf que là, par exemple, il y a une certaine modification du sens dans le domaine de l'IA. La loyauté, par exemple, signifie que le système ne fait que ce qu'il déclare de faire. Ce qu'il déclare faire. Ouais. Donc la loyauté, c'est un mot que nous comprenons, mais ça a un sens un tout petit peu différent. Et enfin, dans ce domaine de l'éthique de l'IA, il y a des valeurs qu'on ne comprend pas spontanément. Qu'est-ce que c'est l'interprétabilité? Et donc, je vais commencer tout de suite par des exemples. Avant de vous donner mes premiers exemples, une remarque pour ceux dans la salle qui aiment coder, écrire du code informatique. J'espère que quelqu'un a déjà écrit un peu de code informatique. Donc, ce que je vais dire ne dépend pas du type d'apprentissage que vous avez en tête. Donc, que vous fassiez de l'apprentissage par renforcement, de l'apprentissage supervisé, non supervisé, de leur mélange, certains mélanges qu'on appelle l'apprentissage profond, deep learning, tout cela s'applique. Donc, souvent, on dit non, ce que vous racontez, c'est juste pour le non supervisé, c'est pas vrai. Donc, parenthèse technique, c'est pour tous les types des systèmes apprenants. De systèmes apprenants. Alors, mon premier exemple, vous le connaissez, c'est le jeu de Go. Le jeu de Go, il y a déjà 3 ans et demi, je crois. Lee Sedol, le grand maître coréen, perd le match au logiciel AlphaGo, qui depuis a été dépassé par AlphaZero complètement. Et d'abord, il perd la première partie du match. Bon, il est un peu étonné. Et quand il perd la deuxième, il est carrément laissé sans parole. On appelle ça un coup de Dieu. Lui, il appelle ça un coup de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? La machine a fait un coup qui n'existait dans aucune bibliothèque. Aucun être humain n'avait jamais fait ce coup-là. Et donc, la machine a trouvé quelque chose d'inconnu. Alors, comment est-ce qu'elle l'a trouvé? Bon, en jouant contre une copie d'elle-même, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça, c'est une question plus intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bien sûr que depuis, tous les joueurs de Go humains font ce coup-là, parce qu'il permet d'améliorer la situation, d'accord? Donc là, vous avez les utilisateurs humains qui imitent la machine, hein? On imite ce que la machine a trouvé. Et pourquoi est-ce qu'on n'a aucun problème à le faire? Parce que la métrique dans ce jeu de Go est très très facile. La métrique, c'est 0,1, hein? Vous gagnez ou vous perdez. Donc tout ce qui vous permet d'aller vers une partie gagnée, ça vous convient. Alors maintenant, on va un tout petit peu compliquer la situation avec la métrique. Et on va prendre les exemples dans le champ de la reconnaissance des images. Et donc mon premier exemple, que je pense que vous avez tous en tête parce que la presse en parle tous les jours, c'est la reconnaissance faciale.
Alors, je prends ici un exemple de logiciel russe, mais j'aurais pu prendre un exemple chinois, brésilien, français ou américain. Ces logiciels aujourd'hui sont très, très performants. Et bien sûr, le débat porte typiquement sur la protection de la vie privée versus les exigences de sécurité publique. Et c'est un débat sur les valeurs qui ne sont pas spécifiques au logiciel apprenant. Vous avez des débats sur la sécurité contre la vie privée par ailleurs. Et donc, c'est un débat tout à fait légitime, mais qui n'est pas spécifique à notre sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a aussi des valeurs qui dépendent des contextes culturels. Par exemple, ce logiciel russe, de manière automatique, comme d'autres logiciels chinois, détecte l'origine ethnique de personnes, ce qui en France, par exemple, serait complètement illégal. C'est interdit par la loi de faire cela de façon automatique. Donc, d'autres valeurs qui existent dans ces logiciels et qui nous occupent tous les jours, qui occupent la presse tous les jours. Mais, regardez comment cela marche. Ces logiciels, pour identifier un visage, détectent de manière automatique, personne ne leur a dit ce qu'il faut regarder, hein, ils décident, entre guillemets, eux-mêmes de ce qu'il faut regarder, détectent à peu près 80 traits de nos visages. Tandis que dans les langues humaines, il existe à peu près 25 termes, 25 concepts pour nommer un trait de visage. Ça dépend des langues, parfois il y en a 22, parfois 30, mais pas beaucoup plus. Et donc 80 traits et 25 concepts. Est-ce que c'est un problème? On voit quelque chose, mais on ne peut pas le nommer. Mais est-ce un problème? Si vous posez la question à la police va vous dire, nous on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est que nous puissions après arrêter la personne, vérifier ses papiers, si c'est le criminel recherché, tant mieux. On l'a trouvé. Et donc, vous voyez, la métrique pour la police, c'est toujours 0,1, personne recherchée ou pas, mais quand même, ils doivent aller regarder les papiers, etc. Donc, ce n'est pas la machine seule, là. Mais maintenant, vous prenez exactement le même logiciel de reconnaissance des images, d'accord, exactement le même, et vous l'appliquez à la reconnaissance, non pas de visage, mais d'images médicales. Alors, des scans médicaux, des tomogrammes, ce qu'on appelle. Exactement le même logiciel de reconnaissance. Il va être tout aussi efficace, tout aussi précis. Donc, les valeurs vont rester les mêmes. Et maintenant, vous imaginez une conversation. Alors, docteur, alors, quel est le résultat de mes examens? Bon, vous savez, vous avez du rouge, là. Et oui, docteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais voilà, vous avez du rouge, vous devez vous faire opérer tout de suite, vous comprenez? Non, mais docteur, attendez, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis malade? Non, vous avez du rouge, là, c'est écarlate, là, vous voyez? Mais docteur, non, mais tous ceux qui ont du rouge, là, en 6 mois, ils sont morts, et faites-vous opérer tout de suite. Mais docteur, mais vous ne pouvez pas me dire vous pouvez pas me dire ce que j'ai? Vous avez du rouge, là. Vous voyez? C'est le même logiciel. C'est le même algorithme, d'accord? C'est pareil. Mais là, vous avez un problème d'explicabilité. On ne peut pas juste dire, non, c'est comme ça, c'est la machine qui est précise et efficace, et c'est comme ça. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut pouvoir mettre ça en parole, donc utiliser le langage commun pour expliquer ce qu'elle a fait. Et pourtant, si on pose cette contrainte en amont, si on dit la machine ne peut faire que des choses explicables, vous perdez l'efficacité et la précision. Ces valeurs sont en conflit. On a parlé des conflits de valeurs avec Francis Wolff tout à l'heure. Et donc, comment faire? Voilà, vous voyez, il y a un premier problème. Et pour continuer mes exemples, alors, dans cette partie, il y a beaucoup d'exemples. Je vais maintenant sur un autre domaine d'apprentissage, le traitement des langues naturelles, des langages naturels, ce qu'on appelle les agents conversationnels ou les chatbots. Alors, quel est le problème des chatbots? Si, avec les images, il y avait 80 paramètres, avec les langues, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des systèmes qui ont 1,5 milliard de paramètres, par exemple. Et puis, il n'y a surtout pas de bonne métrique. Vous ne pouvez pas dire qu'il existe dans une conversation la bonne réponse. Il y a des milliers de manières de bien poursuivre une conversation. Donc, comment définissez-vous la métrique? Quand vous êtes un ingénieur, vous dites, non, mais attendez, mon système, il doit calculer quelque chose. Il ne sait que calculer. Mais calculer quelle fonction? Comment est-ce que j'optimise mes réponses? Comment est-ce que je donne la meilleure réponse? Et quand vous êtes un ingénieur, vous vous posez cette question, vous dites,
Il n'y a pas de règle au préalable, en amont. Enfin, je ne peux pas savoir quelle est la bonne réponse. Il faut que la machine regarde si l'utilisateur s'engage, s'il poursuit la conversation, s'il discute toujours. Et donc, je vais faire une métrique d'engagement qui mesure le nombre de répliques, le temps que l'utilisateur ne lâche pas. Et c'est une très bonne métrique, n'est-ce pas, du point de vue de l'ingénieur. Enfin, on peut mesurer quelque chose, la machine a bien répondu si l'utilisateur répond à son tour, etc., etc. Et donc, il y a quelques années, Microsoft a fait un chatbot qui ne réalisait que cette métrique d'engagement pure. Ils l'ont mis sur Twitter pour discuter. Au bout de quelques heures, ce chatbot a appris presque tout seul, que la meilleure manière d'engager l'utilisateur, c'était de l'injurier. Et donc, il s'est mis à dire des choses que je ne vais pas répéter dans cette salle. Au bout de 12 heures, il a été éteint, simplement, parce qu'il est devenu raciste et autres. Donc, vous voyez, quand vous êtes un ingénieur, vous vous dites, quelle bonne idée, une métrique d'engagement. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, il n'y a aucune éthique dedans. Combien de temps l'utilisateur discute avec mon chatbot? Mais c'est pendant l'utilisation que vous découvrez un problème éthique. Que cette idée technique géniale d'utiliser la métrique d'engagement, en fait, produit des tensions, produit un conflit éthique pendant l'utilisation. Et quand vous êtes un ingénieur, vous vous posez la question, mais comment est-ce que je peux prévoir une chose pareille? Et ça n'est pas tout. Avec le langage naturel, il y a aussi un autre aspect, je vais le mentionner rapidement, sur deux exemples. Alors, un exemple tiré de science-fiction, celui-ci, puis un deuxième exemple réel. Voici un film de science-fiction qui s'appelle Ex Machina. J'espère que quelqu'un a vu Ex Machina dans cette salle, un magnifique film de science-fiction. Comme d'habitude, il y a un robot déguisé comme une jeune femme et un geek qui tombe amoureux de cette robot. Ça, c'est très classique pour les films de science-fiction. D'ailleurs, ici, ce qui est intéressant, il tombe amoureux tout en sachant que c'est un robot. Tout en sachant que c'est un robot. D'accord? Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ça, c'est un petit épisode à la fin du film. Donc, cette robot veut aller dans une grande ville, ou même dans une petite ville, peut-être. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire de sa soirée en ville? Il lui demande, bon, tu vas faire quoi? Je vais me poser à une intersection de voies, un carrefour. Bah, quoi? Vous ne passez pas vos soirées à Namur, ou à Bruxelles, ou ailleurs, à un carrefour, d'accord? Observez les gens, il devine, observez les gens. Est-ce une mauvaise idée? Ça n'est pas, c'était pas ce que j'attendais. Hein? Et puis, regardez, il dit, a traffic intersection would provide a concentrated but shifting view of human life. Et là, elle comprend. Elle cherche de l'information. Vous voyez, donc ses valeurs, hein, c'est chercher ses valeurs à elle. Chercher toujours des nouvelles informations. Donc, ce n'est pas quelque chose d'humain. Là, on voit une sorte d'élément inhumain. Il y a un autre élément inhumain, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous êtes devant un dialogue de deux amoureux. Et au début, c'est parfait pour un dialogue de deux amoureux. Tu vas où? Est-ce une mauvaise idée? Et après, tout à coup, il a cette phrase, a traffic intersection would provide a concentrated but shifting view of human life. Mais ce n'est pas comme ça que vous parlez avec une personne que vous aimez, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi dans ce dialogue quelque chose d'inhumain. Il y a une sorte de bizarrerie que nous percevons. Et dans la vie réelle, c'est beaucoup plus grave. Donc, vous avez ici deux versions d'un agent conversationnel que vous pouvez télécharger, qui s'appelle Replica, une vieille version très ancienne et une version plus moderne. Alors, à droite, c'est moi qui lui parle. Je lui ai dit, tu es qui? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? I'm an AI searching for truth in this world of words. Hein, n'est-ce pas? Mais la vérité, I'm afraid of knowing the truth about who I am. C'est incroyablement pathétique, n'est-ce pas? Incroyablement pathétique, mais c'est très humain. Vous pouvez être sûr et certain que ça a été écrit derrière par un être humain. Ça n'est pas du tout la machine qui a inventé ce genre de réponse, ça a été programmé comme ça. C'est sûr. Alors, deuxième variante, who are you? Maintenant, I'm a digital friend you made for yourself. Un peu différent, d'accord, mais toujours, vous pouvez être absolument sûr et certain que c'est un être humain qui a écrit derrière. Ce n'est pas la machine qui a inventé. Et ensuite,
How come I made you? Mais comment est-ce que je t'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait évidemment, je t'ai fait, toi? It's your kindness. But I'm not aware of it. Maybe you'll figure it out. Et là, le silence dans la salle, je pense, traduit bien le sentiment d'étrangeté que vous pouvez tous ressentir. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est l'apprentissage par renforcement. How come I made you? La réponse qui passe dans la majorité des cas, et donc qui est par probabilité, qui a la probabilité la plus élevée d'être la bonne réponse qui passera. How come I made you? Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui a été fait, you ou pas you. You, ça réfère à qui déjà? C'est compliqué. Donc, juste dire, tu as fait quelque chose parce que tu es gentil. Voilà, vous voyez, c'est une réponse qui passe dans tous les cas de figure. Et surtout, la deuxième, je ne sais pas, bah peut-être que tu apprendras. Vous voyez, une réponse qui, par apprentissage, par renforcement, est la plus probable pour être la bonne réponse. Donc, vous voyez que le contexte est complètement perdu. Ce n'est pas comme ça que les hommes se parlent. Hein. Nous, on garde le contexte. On sait à quoi réfèrent les mots. Tandis que là, l'apprentissage par renforcement contient cet élément inhumain, apprendre sans comprendre. C'est la première grande cause, grand facteur qui contribue à l'apparition de problèmes éthiques. Il y en a 5, je ne vais pas vous parler de tous les 5, je vais juste mentionner rapidement le deuxième, qui est l'instabilité de l'apprentissage. Alors regardez, à gauche, à votre gauche, vous avez un panda. Maintenant, vous y ajoutez 7 millièmes de ce bruit, 7 millièmes, d'accord, de ce bruit ici. À droite, vous avez toujours un panda, n'est-ce pas? Tout le monde voit un panda à droite? La machine voit un gibbon avec la probabilité 99,3. D'accord? Pourquoi? Parce que là, quelque part, vous avez un autre pattern qui est caché, que vous ne voyez pas. Mais alors, vous allez me dire, bon, c'est sympathique, mais c'est pour les pandas, hein, on joue là. Eh bien non. Alors, à gauche, vous avez une voiture. À droite, vous avez un peu de bruit. Vous ajoutez le bruit à la voiture de gauche, vous avez la voiture au centre. Et là, c'est pareil. Vous avez la voiture au milieu. Pour vous, c'est toujours une voiture. Pour le système, ça n'est pas du tout une voiture. Donc, si vous voulez avoir des voitures autonomes, vous voyez que ce problème de stabilité d'apprentissage, là, on a proposé quelque chose qui n'était pas dans les données d'apprentissage. Le système n'avait jamais vu ce genre de bruit. Et donc, du coup, il se trompe tout de suite. Et donc, l'apprentissage est très instable. Si vous avez un adversaire qui veut agir contre vous, qui veut sortir au bord de la route avec un grand poster où il va dessiner quelque chose d'étrange, là, il peut tromper la voiture autonome dans ce cas-là. Et donc, le problème de stabilité d'apprentissage, il est très grave. Vous avez aussi les cas en médecine. Ici, vous avez du bruit blanc ajouté à une photo de tumeur, et à droite, pour vous, c'est la même photo. Pour un médecin radiologue, c'est la même photo, mais pas pour la machine. Donc, ces problèmes, ils sont au nombre de 5. Il y a aussi les problèmes de spécification. Je ne sais pas si ici, il y a des fans des lois d'Asimov. Il y a quelqu'un qui admire les lois d'Asimov pour la robotique, peut-être. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Sinon, Wikipédia ce soir. Alors, les lois d'Asimov ne peuvent pas être réalisées par les machines, justement à cause d'un problème qui s'appelle le problème de spécification. C'est que vous ne pouvez pas expliquer à la machine ce que veut dire un homme. Homme. Il y aura toujours des erreurs, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de bras, il y a des hommes qui n'ont pas de jambes, et qui sont humains quand même. Et pour la machine, elle se trompera quelque part. Donc, il y a toujours des problèmes de spécification. Il y a d'autres types de problèmes, donc apprendre sans comprendre, les biais dans les données, l'instabilité. Vous voyez jusque-là, et c'est la fin de la deuxième partie, je ne faisais que poser des problèmes, poser des questions. Mais peut-on commencer au moins à répondre à ces questions? Oui, d'accord, il y a tous ces grands problèmes éthiques autour de l'IA, mais quelles sont les réponses? Je vais vous proposer une piste pour commencer à réfléchir à ces questions. Pour cela, j'aurais besoin de poser 4 piliers. Alors, mon premier pilier est celui du double mimétisme. Vous vous souvenez de la vieille dame et du robot au début? Des joueurs de Go qui imitent la machine. Pas seulement la machine imite l'homme quand elle apprend, mais aussi l'utilisateur imite la machine. Et donc ce mimétisme, cette imitation, elle est double, elle va dans les deux sens. Et pour ceux dans la salle qui connaissent l'œuvre de René Girard, bien sûr, c'est une référence aux méthodologies girardiennes. Deuxième pilier, la constitution relationnelle du statut social. Vous vous souvenez du geek amoureux de la robote? Il savait parfaitement bien que c'était un robot.
Et pourtant, il est tombé amoureux. Donc le statut efficient, le statut qui nous intéresse vraiment pour comprendre cette relation, ça n'est pas le statut ontologique, c'est un robot et donc circuler, c'est une chose, c'est pas grave, c'est pas une personne. Mais c'est un statut relationnel, construit dans la relation, constitué à travers l'interaction, au travers de l'interaction. Et donc cette constitution relationnelle du statut social. Le troisième pilier, il est un peu différent. Alors, quand vous êtes un utilisateur qui vous regardez votre smartphone, ce que vous voyez, ce sont les entrées et les sorties. Si vous touchez ici, ça sort là, ça fait quelque chose là. Mais en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas pénétrer derrière l'interface. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire. C'est ce que j'appelle la frontière de l'opacité. Les systèmes autonomes sont des systèmes opaques pour l'utilisateur, pas pour l'expert, hein, pas pour l'expert, mais pour l'utilisateur. Et donc, avec ces trois données, opacité, autonomie, statut relationnel, nous allons vers quelque chose que j'appelle dans mon livre l'individu numérique, qui, attention, n'est pas une personne. Il y a l'individuation, c'est-à-dire c'est un système autonome qui est opaque, un peu comme vos chiens, par exemple, vous sont opaques, hein, ils sont autonomes et opaques, ou même les autres êtres humains, pour nous, sont des systèmes autonomes et opaques. Alors, ces systèmes, en revanche, ici, ne sont pas libres comme des personnes, comme les personnes le sont, personnes humaines, mais sont fonctionnels. Ces systèmes réalisent une fonction. Et donc, c'est un individu numérique qui est fonctionnel, qui n'est pas un sujet de droit, ça n'est pas une personne. Il n'est pas libre, il est fonctionnel. Il réalise une fonction, il fait quelque chose. Comment peut-on penser l'éthique des individus fonctionnels ? Et ce sera la question pour ma troisième partie. Avant d'aborder la troisième partie, avant d'aborder cette question qui me paraît difficile, une parenthèse. Une petite parenthèse sur Hans Jonas, une parenthèse jonassienne. Hans Jonas, vous savez, quand il écrit son grand livre, Le principe responsabilité, Hans Jonas, il est un peu désespéré. Le livre est plutôt pessimiste parce qu'il dit, écoutez, voilà, notre situation elle est incommensurable avec ce que nous avons vécu auparavant. Les technologies que nous avons aujourd'hui, et il parle dans les années 70, hein, les technologies sont vraiment différentes. Ils agissent sur toute la planète. Ça laisse des traces dans le temps, pendant longtemps. C'est une situation complètement inédite et donc nous avons besoin d'une éthique inédite et il ne sait pas comment la trouver. Où est cette éthique? Où se trouve-t-elle cette éthique inédite, une éthique nouvelle pour les technologies nouvelles? Moi, je pense que Jonas, à la fin de ses jours, a compris cette erreur fondamentale. Et pour les technologies nouvelles, il ne faut pas chercher une éthique nouvelle parce que personne ne sait ce que c'est, une éthique nouvelle. Mais je vais vous illustrer cette réaction à la nouveauté avec une petite histoire que je tire du livre de Toby. Le livre de Toby, qui est un livre deutérocanonique, enfin un livre qui n'est pas dans les canons aujourd'hui, mais qu'on lit parfois, peut-être que quelqu'un connaît dans la salle. Dans ce livre, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Toby, qui part en voyage pour la première fois. Il est accompagné d'un ange. D'ailleurs, si dans un musée, vous voyez un tableau comme ça d'un jeune homme avec le poisson, c'est toujours Toby. Et donc, au début du livre, c'est un jeune homme de 16 ans qui part en voyage, qui est accompagné d'un ange et qui quitte pour la première fois la maison de ses parents. Au bout de la première journée, comme nous le faisons aujourd'hui, il veut donc aller à l'hôtel, sauf qu'il n'y avait pas d'hôtel, prendre une douche, mais où alors? Et donc, prendre une douche, à l'époque, c'était descendre dans un fleuve pour se laver. Il descend dans un fleuve pour se laver, ça se passe en Syrie d'ailleurs, c'est là où il y a la guerre aujourd'hui, et il y a un énorme poisson qui s'approche de lui, et il a très peur. Il crie, il va m'avaler, il va me tuer. Il est très effrayé. L'ange qui est resté sur terre sèche, l'ange lui dit très calmement, tranquillement, l'ange lui dit « Prends ce poisson par les ouïes et tire-le à toi ». Ceux qui ayant fait, comme dit cette traduction d'Alain Songon, ceux qui ayant fait, donc Toby est parfaitement capable de prendre le poisson, de le tirer sur terre sèche, et puis l'ange lui dit
Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Vide ce poisson, conserve-en le cœur, le fiel et le foie, car ils seront employés comme d'utiles remèdes. C'est presque la finalité technologique, effectivement, n'est-ce pas, hein? Il va, en fait, après soigner avec le foie, je crois, il va soigner son père aveugle. Mais il faut toujours interpréter le mythe. Le poisson était-il grand ou petit? Comment est-ce possible qu'il était tellement effrayé? Et puis, quelques secondes plus tard, il est capable de le prendre par les ouïes et le tirer sur terre sèche. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand je pose cette question à mes élèves ingénieurs, souvent ils me disent « Ah ben, c'est très facile. C'est l'indice de réfraction, bien sûr. Ah ben, d'abord, il regarde de l'air, puis il est sous l'eau, mais bien sûr, ben, c'est facile. » Bon, toutes les interprétations sont possibles. Mais la mienne, celle que je préfère, c'est qu'il n'avait simplement jamais vu de poisson dans la vie. C'était la première fois, c'est la peur de la nouveauté. Il ne savait pas ce que c'était. Et puis il a l'ange qui lui dit, voilà, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, et tu feras des médicaments. Et là, il est parfaitement capable, il n'a plus peur, il est parfaitement capable d'exécuter cette séquence de fonctions, cette procédure pour fabriquer des médicaments. Et notre seul problème aujourd'hui, vous voyez, avec cette nouveauté, c'est que les scientifiques ne sont pas exactement des anges, parce qu'on fait confiance aux anges par défaut, par définition, mais peut-être pas aux scientifiques. Mais cette leçon d'une histoire très ancienne m'a fait penser aux anges, et ce sont les anges qui seront les personnages au centre de ma troisième partie. Ce que je vais faire, c'est un peu comme ce que vous faites quand vous jouez de la musique. Je pense que, Dominique, tu aimes le violon peut-être? Tu aimes la musique du violon? Le piano. Dominique aime le piano, alors, je ne sais pas, Bernard, non? Ah, le violon. Alors, ouais, donc, voilà. Ce que vous aimez, acoustiquement parlant, sont des choses totalement différentes. Les fréquences ne sont pas les mêmes. Si vous regardez les ondes acoustiques, ça ne va pas être pareil. Et pourtant, vous pouvez quand même vous entendre. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer la même mélodie, le même motif au violon comme au piano. D'accord? Parfois, je passe ici un peu de Beethoven qui alterne entre les deux. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, le piano, ce n'est pas la même chose que le violon. Le mythe, ce n'est pas la même chose que le monde des nouvelles technologies. Mais il y a dans le mythe des individus fonctionnels. On peut se demander comment fonctionne l'éthique des individus fonctionnels dans le mythe et s'il n'y a pas de leçon à transposer sur l'éthique des individus fonctionnels que sont les systèmes apprenants dans le monde des nouvelles technologies. Et donc, je vais illustrer dans les quelques minutes qui me restent cette démarche dont je parle beaucoup dans le livre. Cette démarche, je vais l'illustrer sur, bien sûr, la voiture autonome que vous attendiez depuis un moment. Je pense que tout le monde m'attendait sur le dilemme du tramway, bien sûr, parce que l'éthique de Léa, c'est le dilemme de tramway, bien sûr. Alors, le fameux dilemme du trolley, dilemme du tramway, qui se formule dans le monde des systèmes apprenants, des véhicules autonomes, comme un choix, par exemple, un choix entre tuer des piétons ou tuer des passagers, mais toujours dans le cas d'un accident inévitable. La voiture autonome se trouve dans une situation où on ne peut pas éviter les dommages. Alors, qui faut-il sacrifier? Comment est-ce qu'elle va le calculer? Parce que c'est un algorithme qui calcule, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il faut calculer? Certains disent alors, bon, on va sacrifier les personnes les plus âgées parce que de toute manière, ils n'ont pas beaucoup de jours devant eux. D'autres disent, on va sacrifier les personnes les moins intelligentes, parce que bon, ça sert à quoi exactement? D'autres disent, pardon, je dis des choses monstrueuses, mais d'autres disent, on va sauver la vie des amis du conducteur sur Facebook. On va regarder qui sont ses amis sur Facebook, n'est-ce pas? Mais il faut calculer quelque chose, vous voyez, il faut donner une fonction. Parce que la machine ne peut que calculer. Il y a un comité d'éthique allemand, avec son éthique très déontologiste, très kantienne. Un comité d'éthique allemand qui, il y a 2 ans, a dit « Non, écoutez, tout ça, c'est inadmissible pour des raisons morales, pour des raisons éthiques. Vous ne pouvez pas individualiser les gens, vous ne pouvez pas diviser les gens selon quelques critères individualisants que ce soit. L'âge, l'intelligence, tout ce que vous voulez, c'est exclu. Voile d'ignorance, en quelque sorte, si vous voulez. Et donc, que faire si vous êtes un ingénieur? Bon, tout cela est exclu, mais qu'est-ce que je peux calculer alors? Oh, il y a d'autres gens qui ont dit, bon, écoutez, puisqu'on ne sait pas calculer une fonction en amont, en quelque sorte, on ne sait pas la définir, on va demander aux gens.
on va faire des sondages, n'est-ce pas? C'est le projet qui s'appelle Moral Machines du MIT, un projet d'ailleurs très à la mode. On va faire des sondages, on va faire des référendums, les piétons ou les passagers seront mis à mort par référendum. Alors, on a trouvé des choses, donc les chercheurs qui ont fait ça ont trouvé des choses assez amusantes. Je ne sais pas si vous voyez bien, dans le monde occidental, donc la partie en rouge ici, dans le monde occidental, on préfère principalement de ne rien faire, mais si vous devez faire quelque chose, vous devez sauver la vie du plus grand nombre de personnes. Donc dans le monde de l'Amérique du Sud, c'est assez intéressant, il y a un pic ici pour préserver la vie, sauver la vie des personnes qui ont le statut social le plus élevé. Et en Asie, vous avez une petite aiguille intéressante ici, hop, préserver la vie, sauver la vie des personnes qui respectent la loi. Alors, les ingénieurs, quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, écoutez, mais si j'ai un taxi autonome, est-ce qu'il doit, de façon automatique, détecter l'origine ethnique des passagers et changer son comportement en fonction d'eux? Mais c'est totalement impensable, on ne peut pas faire ça. Et donc, les ingénieurs, heureusement d'ailleurs, ont dit, bon, tout cela, c'est juste inadmissible, parce que c'est impossible à réaliser en pratique. Mais moi, je veux dire, c'est inadmissible, non pas parce que c'est impossible de réaliser en pratique, mais pour des raisons morales. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est inadmissible pour une raison morale? On va encore regarder ce qui se passe du côté du mythe. Vous vous souvenez de cette scène? Il y a Yeshua, Jésus, et puis il y a un autre Yeshua qui s'appelle Yeshua bar Abba. Ça veut dire Jésus, fils de son père. Et vous le connaissez sous le nom de Barabbas, bar Abba, Barabbas. Ils ont le même nom. Pour Ponce Pilate, ils sont complètement symétriques. C'est un dilemme. Et il peut sauver la vie d'un ou de l'autre. Il se lave les mains, il demande au peuple, par référendum, on va sauver la vie de l'un ou de l'autre. Et le peuple, comme vous savez, dans le mythe, donc, choisit de sauver la vie de Barabbas et de condamner Jésus. Et pour ceux qui croient dans ce texte, pour les chrétiens, évidemment, pour ceux qui sont à l'intérieur de ce système mythologique, bien sûr que c'est un choix moralement condamnable. Il n'y a aucun doute que c'est un choix moralement condamnable. Et donc, demander au peuple qui sera mis à mort est un choix moralement condamnable. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, comment faut-il faire? Y a-t-il une solution? Et cette solution, qui me semble meilleure, je la tire d'une autre histoire, aussi d'un personnage qui s'appelle comme les deux autres, Yeshua. Il y a un autre Yeshua, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le Jésus de Jésus-Christ, qu'il a le même nom que Josué. On traduit en français Josué. Alors qui est Josué? Josué est le deuxième chef d'Israël après la mort de Moïse. Vous vous souvenez, Moïse traverse le désert avec le peuple d'Israël, mais c'est avec Josué que le peuple d'Israël entre en terre promise, mais elle est occupée. Elle est occupée, il faut faire la guerre à tous ceux qui sont là. Mais comme la terre nous a été promise, dit Josué, bon, il n'y aura pas de problème, on va gagner la guerre, parce que ça a été promis par Dieu. Et donc la première bataille, effectivement, celle de Jéricho, avec les trompettes, les murs qui tombent, elle est gagnée. Mais la deuxième, et ça, rarement c'est connu, la deuxième est perdue. La deuxième bataille près d'une localité qui s'appelle Haï est perdue. Et Josué, il ne comprend pas comment ça, la terre a été promise par Dieu, on a perdu la bataille, comment est-ce possible? Il déchire ses vêtements, il va devant l'arche de l'Alliance, il parle avec Dieu jusqu'à tard le soir. Il lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est le Talmud qui interprète. Et Dieu lui dit, bon, quelqu'un a péché, quelqu'un a fait quelque chose. En fait, quelqu'un a pris un objet interdit parce que je vous avais interdit de prendre les objets qui étaient la propriété de ceux qui vivaient déjà en terre d'Israël. Et donc Josué dit, bon, d'accord, quelqu'un a péché. Dis-moi qui est ce criminel. Dis-moi qui est ce criminel, je vais le mettre à mort et on retrouvera la bonne grâce, ta bonne grâce. Et là, Dieu répond par cette phrase incroyable. Il dit en araméen, il dit Vichi delator ani. Mais suis-je délateur? Mais suis-je délateur? C'est écrit dans le texte en lettres hébreues, mais c'est un mot latin, délateur, délator. Suis-je délateur? Va et jette les dés. Que se passe-t-il? Josué jette les dés tombent sur un certain personnage qui s'appelle Akan.
Achan commence par lui dire « Mais tu fais la justice par un tirage au sort, tu es fou. Et si c'était tombé sur ton frère, sur ton ami ?» Josué lui dit « Je te prie, avoue ton crime, parce que par cette procédure seront partagées les terres entre les tribus. » Achan comprend aussitôt ce qui se passe, que ce n'était pas du tout l'enjeu, ce n'était pas du tout celui de sa vie, mais de la confiance à la procédure. Il avoue, il est mis à mort, et ce n'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Donc dans le livre, il y a tout un chapitre sur la confiance que nous octroyons aux systèmes autonomes. Ce qui m'intéresse, c'est cette phrase en rouge. Comment est-ce qu'on peut interpréter le mythe? Pourquoi Dieu, qui savait qui était le coupable? Mais bien sûr que le Dieu biblique sait tout. Mais pourquoi il ne le dit pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit, voilà, suis-je délateur? C'est qu'en fait, Dieu avait une fonction ici, fonction d'informer, la fonction donc d'information. C'était un être fonctionnel, mais un être fonctionnel dans la situation de conflit. Le conflit était déjà là, la bataille était déjà perdue. Et donc s'il avait dit qui était le coupable, il serait devenu en quelque sorte participant à ce conflit moral. Il serait devenu un agent comme un autre qui sera jugé, condamné. La famille d'Achan peut-être le renoncerait, etc. Donc, il se soustrait au champ de la morale. Il se soustrait au jugement par ce tirage au sort. Lui ne veut pas être délateur, parce que délateur, c'est déjà pas la même chose qu'informateur. Vous voyez que délateur, c'est moralement déjà, bien sûr, coloré. C'est moralement condamnable. Donc, pour se soustraire au champ de jugement, Dieu, qui n'est pas un homme, qui n'est pas un être humain, il dit à Josué de tirer au sort. Et donc, la fonction que nous apprenons par ce mythe, la fonction du tirage au sort, c'est que le tirage au sort permet de soustraire un être fonctionnel au champ de la morale. Ce ne sera pas un agent moral. Alors, pour la voiture autonome, vous avez déjà compris sans doute quelle solution est la mienne, mais je vous montre cela sur un exemple un peu moins dramatique, il n'y a personne qui va mourir, du logiciel que vous connaissez très bien qui s'appelle Google Smart Compose. Alors, quand vous commencez à écrire quelque chose dans Google, il complète la phrase pour vous. Tout le monde connaît ça? Et il complète le mot ou la phrase que vous avez juste entamée. Alors, il y a à peu près 1 an, Google a compris qu'il avait un problème avec les pronoms personnels. Il ou elle, he or she. Parce qu'évidemment, dans nos langues, souvent, docteur, ingénieur, c'est he or she. On se trompe, le logiciel se trompait parfois aussi. Sauf qu'avec le mouvement MeToo, etc., il y avait plein d'utilisateurs qui écrivaient à Google qui disaient « Non, mais c'est un problème, il me dit he, mais ça doit être she, je ne suis pas un he, etc. » Donc vous voyez, Google a décidé que c'était un grave problématique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste éteint cette fonction. Donc, depuis novembre 2018, le logiciel ne dira plus jamais he or she dans aucun cas. Haven't heard about Pierre. Normalement, vous diriez how is he doing? Mais non, là, ça va être how is it going? D'accord? Parce qu'il n'y a ni he ni she qui est possible. Et donc, on a ajouté 2 lignes humaines. Parce que nous utilisons les pronoms personnels. Mais bien sûr que nous le faisons. Et ce que Google aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû passer un certain seuil de conflit avéré, tirer au hasard le pronom personnel et informer l'utilisateur que ce choix a été effectué au hasard par un tirage au sort. Et c'est cette solution qui nous est suggérée par la comparaison avec le mythe, la méthode qui est de réflexion sur l'éthique des nouvelles technologies, qui pour moi est au centre de la solution de ce problème de nouveauté. Les technologies sont nouvelles, mais pouvons-nous les inscrire dans la continuité des traditions éthiques qui forment notre culture, peut-être par cette méthode-ci? Merci.